En Russie, un nouveau matériau doté de propriétés exceptionnelles a été créé pour la première fois, dont la production n'était jusqu'à présent accessible qu'aux Japonais et aux Américains. Quel est ce matériau et quelles sont les perspectives de son utilisation dans l'industrie de la défense et l'industrie civile ? Nous vous expliquerons comment la coiffe de la fusée Oreshnik résiste à des températures colossales, ainsi que d'autres technologies et un nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz Deutodin A avec le vaisseau cargo Progress MS-30 a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Le holding system de haute précision a livré au ministère russe des situations d'urgence le premier lot de l'année de véhicules tout-terrain TM-140 à haute mobilité. Un lot de moteurs de série PD-14 a été livré pour être installé sur les avions MS-21 de substitution à l'importation. Le moteur modernisé pour l'hydroptère Météor 1200R a passé un essai sur banc. L'usine de tracteurs de Saint-Pétersbourg a commencé la production d'une série pilote de moteurs à gestion électronique. Un nouveau terminal de l'aéroport a été ouvert à Novokuznetsk. Le holding Stern a lancé la production en série de machines-outils à commande numérique à 5 axes pour l'aéronautique. À Saransk, la production en série de composants pour machines agricoles a été lancée. À Novosibirsk, la production de composants pour drones, et à Krasnogorsk, la première production en Russie de culture du futur starter cryo-granulé a été ouverte. Les scientifiques d'ossamment de Rosatom, dans le centre de recherche, ont réussi à obtenir une fibre de carbone d'une résistance de 7 gigapascales. Avant tout, 3 entreprises dans le monde possèdent de telles technologies, les japonaises Toray et Mitsubishi Chemical, ainsi qu'une entreprise américaine. Et maintenant, nous aussi. C'est un accomplissement indéniable, fondé sur le travail de générations entières de chimistes soviétiques et russes. Rappelons que la fibre de carbone est un matériau composite de haute technologie, composé de fins fils de carbone réunis par une matrice polymère. Les fils possèdent une structure cristalline orientée le long de l'axe de la fibre, ce qui confère au matériau des propriétés uniques. Ainsi, à résistance égale à celle de l'acier, la fibre de carbone est 5 à 8 fois plus légère. De plus, elle ne rouille pas, ne s'oxyde pas dans l'eau, résiste aux environnements agressifs, supporte de nombreux cycles de charge sans formation de fissures, ne se dilate pratiquement pas et ne crée pas d'interférences dans la gamme des fréquences radio. L'intérêt pour les matériaux à base de carbone dans notre pays est apparu dans les années 1960, lors de la course à l'espace, et bien sûr après la guerre froide. Il était nécessaire de réduire le poids des ogives des missiles balistiques, et les composites étaient parfaitement adaptés à cet objectif pour les raisons mentionnées. Le 15 novembre 1988, le lanceur Énergie a placé en orbite terrestre le vaisseau spatial Buran, qui après avoir effectué 2 révolutions autour de la Terre, a atterri sur l'aérodrome Yubileini du cosmodrome de Baïkonour. À ce moment-là, peu de gens savaient que Buran utilisait pour la première fois des matériaux composites uniques, des tuiles spéciales en fibre de quartz ultra fine et d'autres éléments qui l'ont protégé de la chaleur lors de la rentrée atmosphérique. Il a été prouvé en pratique que les nouveaux matériaux pouvaient résister à des températures supérieures à 1500 degrés Celsius, et cela représentait une avancée majeure. Le chasseur polyvalent soviétique de 4e génération MiG-29 contenait environ 7% de matériaux composites dans sa structure. C'était vraiment impressionnant pour les années 80. Mais malgré tous les succès indéniables de la science soviétique, nous étions obligés d'acheter la matière première pour la fibre de carbone au Japon. En fait, notre propre industrie chimique était concentrée sur les polymères de masse, et non sur les matériaux spécialisés, et la fibre nationale était 2 fois moins résistante que celle du Japon. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la situation s'est brusquement détériorée. Après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie a hérité de chaînes de production fragmentées, car de nombreuses usines importantes se trouvaient sur le territoire des anciennes républiques soviétiques. Par exemple, l'une des principales entreprises, l'usine de fibres chimiques de Tcherkassy, comme on peut le deviner d'après son nom, est restée sur le territoire de l'Ukraine, où elle a été privatisée, ruinée, vendue à des étrangers pour y construire des centres commerciaux, incendiés puis transformés en décharges.
Pendant longtemps, nous avons été obligés d'acheter presque toute la fibre de carbone à l'étranger. Mais d'abord, les sanctions de 2014, puis celles de 2022 ont mis fin à cette pratique. Heureusement, nous nous étions préparés à une telle évolution des événements à l'avance et, sous l'égide de Rosatom, nous avons commencé à rassembler les usines et instituts scientifiques restants, ainsi qu'à en créer de nouveaux. Ce travail n'a pas été largement médiatisé, mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Et nous sommes devenus l'un des rares pays au monde à avoir réuni une chaîne technologique complète. De l'extraction du pétrole brut à sa transformation en fibre de carbone et en produits finis à partir de celle-ci. Vous vous souvenez tous comment les Américains ont voulu saboter la production de l'avion russe MS-21 en interdisant la livraison de matériaux composites, mais ils n'ont fait qu'accélérer le processus de substitution aux importations. Aujourd'hui, tous les éléments composites étrangers de l'appareil ont été remplacés par des éléments russes qui représentent 40% de la masse de l'avion. Le moteur PD-14 dont la production en série se fait à Perm comporte aussi des pièces composites. Dans la conception du chasseur de 5e génération Su-57, la part des matériaux composites représente 25%. Les exigences moulant pour l'aviation militaire et civile diffèrent, bien que ce soit moins que dans le MS-21. Des éléments composites sont également utilisés dans les hélicoptères russes, les drones et bien sûr les missiles. Si la protection thermique du Buran résistait à 1600 degrés, les exigences modernes pour les missiles hypersoniques de combat ont considérablement augmenté. Les ogives des missiles Tsirkon et Avangard subissent sur certains segments de vol des températures supérieures à 2500 degrés Celsius. La fibre de carbone ne supporte pas seulement de telles contraintes, mais elle reste également stable à des vitesses supérieures à 10 Mach. Récemment, Vladimir Poutine a déclaré que l'ogive du complexe de missiles Oreshnik supporte une température proche de celle de la surface du Soleil, qui est de 5500 degrés Celsius. Soyons honnêtes, seul un cercle restreint de personnes sait grâce à quel matériau un tel résultat a été obtenu, et ils ne révéleront pas ces secrets. Il s'agit d'une composition complexe, probablement à base de fibres d'oxyde d'aluminium renforcées par du carbure de silicium et de fibres de zirconium dans une matrice de carbone, mais certainement pas de métaux. Il est possible qu'en même temps, un agent de refroidissement soit injecté dans la structure de la coiffe par des micro-canaux et que des revêtements supplémentaires ainsi que des couches d'isolation thermique soient également utilisés. Et c'est vraiment une solution très complexe et technologique. Mais des travaux sont déjà en cours sur les matériaux de prochaine génération. À l'avenir, des nanotubes de carbone seront intégrés dans la fibre pour augmenter considérablement la résistance et des microcapsules contenant des composés réfractaires seront ajoutées, capables de réparer littéralement les micro-fissures. Les revêtements en graphène rendent également les composites conducteurs d'électricité, ouvrant la voie à la création de ce que l'on appelle des ailes intelligentes avec des capteurs de charge intégrés, par exemple pour les avions. Et les technologies additives permettent déjà d'imprimer les structures les plus sophistiquées pour améliorer leurs caractéristiques. Il n'est donc pas exclu que bientôt les performances du noisetier soient également dépassées. Mais revenons sur Terre. Malgré toutes les propriétés remarquables de la fibre de carbone, elle présente une limitation importante, son coût élevé par rapport, par exemple, à l'acier. C'est pourquoi il est particulièrement important que nous ayons maîtrisé toute la chaîne de production et atteint une résistance de 7 gigapascales. En effet, ces matériaux ont aussi de multiples usages civils. Il s'agit de leur utilisation dans les centrifugeuses à gaz pour l'enrichissement de l'uranium, les éléments des engins spatiaux, les prothèses et implants légers et résistants, les bouteilles à hydrogène, les pales d'éoliennes et d'autres produits. Tout cela, nous pouvons désormais le faire nous-mêmes à partir de nos propres matières premières, et c'est un immense succès industriel auquel, dans l'ensemble, les médias ont accordé scandaleusement peu d'attention. La Russie a parcouru un long chemin pour restaurer son héritage perdu, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous vous tiendrons informés des événements dans les prochaines éditions. Passons à d'autres technologies. Il est désormais impossible d'imaginer la production moderne sans machines à commande numérique ou robots manipulateurs. Mais il arrive parfois que, même avec une machine coûteuse et un système de commande moderne, il soit impossible de les faire fonctionner ensemble. Pour corriger ce genre de situation, on utilise ce qu'on appelle des post-processeurs, des programmes spéciaux qui, en quelque sorte, expliquent à la machine ce que le système fabrication assisté par ordinateur attend d'elle.
Ce sont des spécialistes hautement qualifiés qui créent et configurent ces programmes.